N'habitez jamais à Sanzi. C'est ce qu'un vieux Taïwanais pourrait vous dire lors de vos vacances au nord du pays. Vous ne l'écoutez pas, continuez à conduire jusqu'à tomber sur ça, les ruines d'une ville rétro-futuriste. Des bâtiments au look d'ovni tout droit tirés d'un film des années 50. Si personne n'y va, c'est que les locaux ont peur. Bienvenue à Sanzi. En 1976, on lance la construction de ce qui devait être une grande station de vacances. Mais rien ne va se passer comme prévu. Des accidents de voiture, des disparitions mystérieuses d'ouvriers, des suicides inexpliqués. La cause? Une machine aurait cassé par erreur une ancienne statue de dragon. Une autre version veut que ce soit sur un ancien cimetière hollandais et que les esprits veulent se venger. Peu importe la raison, le projet meurt dans l'œuf avant d'avoir vu son premier client. Le site est laissé à l'abandon, impossible de le continuer, les bâtiments sont de trop mauvaise qualité. C'est plus qu'une attraction pour touristes. Vous l'avez peut-être même déjà visité en jouant à Call of Duty. Et la plupart des gens ignorent l'étrange secret de cet endroit. Victime de la guerre, de catastrophes naturelles ou de l'ambition de l'homme, aujourd'hui on vous emmène découvrir l'histoire qui se cache derrière ces villes vidées de leurs habitants. Varosha, le paradis perdu. Si je vous dis Chypre, vous pensez à quoi? Sûrement ces magnifiques paysages, peut-être ces ruines grecques et romaines. Mais est-ce que vous savez que chaque année l'ONU dépense 58 millions de dollars pour maintenir en place une immense zone démilitarisée qui sépare l'île en deux? On l'appelle la ligne verte. Si vous voulez visiter Varosha, la station balnéaire la plus célèbre du pays, vous allez devoir traverser 3 postes de contrôle différents. Un premier pour entrer dans la zone de l'ONU, un autre pour passer au nord de Chypre et enfin un dernier pour pénétrer dans la ville. Et là, vous risquez d'être déçu. Ce quartier qui dans les années 60 attirait même les plus grandes fortunes et les stars de cinéma, sa centaine d'hôtels, ses commerces florissants, ses paysages idylliques, aujourd'hui tout ça a disparu. Il n'y a plus que des ruines, des barbelés et des policiers. La majorité de la ville est fermée au public, même si vous aimez l'urbex, vous irez pas bien loin. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici pour qu'on ait l'impression d'être en zone de guerre? Eh bah, c'est la faute du Royaume-Uni. En 1960, quand Chypre obtient son indépendance, ça fait 50 ans qu'elle est une colonie britannique, et la situation est hyper compliquée. 80% des habitants parlent et sont d'origine grecque. Eux militent depuis longtemps pour rejoindre la Grèce. Le reste de la population est d'origine turque. Mais comme le Royaume-Uni veut absolument garder des bases militaires sur l'île, faut qu'elle reste indépendante. La Turquie et la Grèce se sont nommées garantes de l'équilibre du pays. Et dans la constitution, les lois donnent beaucoup de poids politique à la population turque pour éviter que l'île choisisse un côté. Forcément, ça va créer des tensions. On parle de propagande, violence, vandalisme, ça va atteindre son apogée en décembre 1963, lors de ce qu'on appelle le Noël sanglant. Les tensions entre communautés explosent, on se tire dessus en pleine rue, des dizaines de milliers de personnes sont forcées de fuir leur domicile. En l'espace de quelques mois, c'est 364 Turcs et 174 Grecs qui trouvent la mort. Ça prend une tournure internationale en 74, quand des militaires grecs et chypriotes lancent un coup d'état pour renverser le président et accélérer l'annexion de l'île. La Turquie déclenche une opération militaire de grande envergure pour protéger leur minorité. 60 000 soldats et 200 tanks contre un peu moins de 15 000 révolutionnaires. Ça va stopper net leurs ambitions et même être à l'origine de l'effondrement de la dictature qui avait lieu en Grèce à l'époque. Tout le monde pensait alors que l'armée turque allait rentrer chez elle, mais à la place, ils sont restés et ont étendu leur contrôle à tout le nord de l'île. Plus de 200 000 chypriotes grecs vont être forcés de quitter leurs habitations pour descendre dans le sud et 50 000 Turcs vont être renvoyés au nord. La Turquie fonde alors un nouvel état, la République turque de Chypre du Nord, qu'ils sont les seuls à reconnaître. L'ONU trace la ligne verte et c'est tout. Voilà où on en est encore aujourd'hui. C'est ça, Varosha, le témoignage d'une guerre éclair qui a figé cette ville dans le temps. Ça fait 40 ans que des centaines de milliers de personnes ont quitté en précipitation leur maison, leur quartier, leur commerce et espèrent qu'un jour leur île soit unifiée de nouveau pour pouvoir y retourner. Récemment, le premier ministre de Chypre du Nord a annoncé vouloir faire revivre la ville. C'est pour ça que les touristes sont acceptés. Quelques commerces ou lieux de culte ont été restaurés, il y a même une bande de plage qui est accessible. Évidemment, c'est une décision ultra controversée, parce que la plupart des bâtiments appartiennent à des civils qui n'ont toujours ni accès à leurs biens, ni leur mot à dire dans cette histoire. Le pays aux 6000 villes fantômes. Il y a des endroits qui collectionnent vraiment les ruines. Là où il y a eu des catastrophes, comme la région autour de Tchernobyl, entièrement évacuée, elle comptait des cités comme Pripyat, 50 000 habitants avant le drame. Celles victimes de la guerre, comme chez nous en France, avec tous nos villages détruits pendant 14-18 et jamais reconstruits. Ou encore les USA, spécialistes toutes catégories. Anciennes villes minières désertées, exode rural, crise économique, les centaines de vestiges de la ruée vers l'or, dont certains sont encore hyper bien conservés. On en compterait 3800 sur tout
tout le territoire. C'est rien à côté du pays qui compte probablement la plus grande quantité de villes mortes ou en train de disparaître, l'Italie. Pour vous dire à quel point c'est un vrai problème, certains payent carrément des gens pour venir chez eux. Par exemple, le village de Santo Stefano di Cesagno, à 2 heures de Rome. Eh ben, il vous offre 8000 € par an, pendant 3 ans, plus une maison avec un loyer anecdotique si vous acceptez d'y habiter. Et si vous lancez un commerce, c'est 20 000 € de plus. Faut juste avoir entre 18 et 40 ans et accepter d'y rester au moins 5 ans. Ils sont pas les seuls, à Pletice à Quarica, c'est 30 000 €, plus 1000 par enfant qui naissent sur place. Et à Santa Fiora, on paye la moitié de votre loyer. Forcément, c'est un peu vide, mais vraiment magnifique. Ça, c'est parce que l'Italie combine presque tous les problèmes des autres pays. Des villes ravagées par la guerre, comme Monterano, mise à sac par Napoléon. L'exode massif des Italiens pendant le XXe siècle, notamment vers les USA, car les régions rurales souffraient d'une violente pauvreté. Mais aussi les catastrophes naturelles, inondations et surtout séismes. Car l'Italie est placée pile entre les plaques tectoniques africaines et eurasiennes. Il y a souvent des tremblements de terre, parfois très violents, comme celui de 2016, qui a tué 300 personnes et a fait 3 milliards d'euros de dégâts. Souvent, c'est les centres historiques qui sont le plus touchés. Une grande partie date du Moyen-Âge ou de l'Antiquité et sont pas très résistants. C'est ce qui s'est passé par exemple à Apis. Après avoir été touché par 2 séismes en moins de 15 ans, tous les habitants ont été forcés de quitter le centre-ville, aujourd'hui à l'abandon. Mais le lieu le plus impressionnant, c'est sans doute Carco, une ville chargée d'histoire qui date au moins du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle a vu passer l'Empire romain, la conquête par les Normands, les rois successifs, et dans les années 60, après 2600 ans d'existence, elle est victime de glissements de terrain. Les habitants sont obligés de descendre des hauteurs de la ville pour leur sécurité. Quelques années plus tard, une inondation endommage à nouveau les bâtiments, enterrant tout espoir de reconstruire le centre. Puis en 1980, un tremblement de terre. Les 2000 habitants sont évacués définitivement de la ville historique. Pourtant, les cités millénaires tiennent toujours debout. Aujourd'hui, elle sert de décor de films et de sites touristiques qui racontent la riche histoire de l'Italie. Pour ça que le pays se bat pour préserver le patrimoine. Il y a même des gens qui s'associent pour acheter les villes en ruine. Pas forcément pour les rénover, juste éviter qu'une multinationale ne vienne les raser. Et que ceux qui y ont grandi puissent y retrouver leurs souvenirs en toute sécurité. Ashima Island, la ville-prison. S'il y a bien une chose que m'a appris ce sujet, c'est que tout, vraiment tout, est éphémère. Regardez ce qu'il reste de Coleman's Cop en Namibie. À une époque, c'était la ville de tous les possibles. Aujourd'hui, il n'y a plus que des ruines et du sable. En 1906, Zakaria Lewala, un ouvrier de chemin de fer, tombe sur une petite pierre brillante au milieu des dunes de sable. Il reconnaît instantanément ce que c'est, un diamant. Comme la région est une colonie allemande, Zakaria prévient son supérieur. Il ne gagnera jamais rien pour sa découverte. En quelques années, une ville émerge du sable. En 1912, elle produit 1 million de carats par an, 11% de la production mondiale. Un véritable oasis au milieu du désert. L'eau fraîche est acheminée par train, on y trouve un boulanger, un boucher, une poste, un hôpital, une salle de théâtre, un casino et même une fabrique de glace. Tout ça construit grâce à la souffrance des populations locales, qui venaient tout juste d'être victimes d'un génocide perpétré par l'Empire allemand. Les Européens, eux, feront fortune. Et vous savez quoi? Ça va durer à peine 20 ans. Avant le début des années 30, la zone est vidée, tout le monde part pour d'autres plus riches et c'est laissé à l'abandon. Aujourd'hui, on y fait encore un peu de tourisme, mais bientôt, le sable aura tout consumé. Ne pensez surtout pas que ce genre d'histoire est unique. Au contraire, elles ont tendance à se répéter. Laissez-moi vous présenter l'île qu'on appelle parfois le navire de guerre, car de loin elle ressemble à un cuirassé, Ashima. On y découvre du charbon au début du 19e siècle, mais c'est seulement en 1890, à l'époque où le Japon tente de rentrer dans l'ère industrielle, qu'on s'y intéresse vraiment. Acheté par le groupe Mitsubishi qui se dépêche de l'exploiter, on construit des bâtiments pour que ces 3000 travailleurs puissent y vivre 7 jours sur 7. On y produit 150 000 tonnes de charbon par an. Bientôt, l'île est recouverte de bâtiments en béton. Écoles, piscines, hôpital, cinéma, appartements, tous plus gris les uns que les autres. Une vraie prison. C'était prémonitoire, car à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, on commence à utiliser des travailleurs forcés, notamment coréens puis chinois, qui vont littéralement se tuer à la tâche dans des conditions horribles. On estime qu'entre 150 et 2000 personnes y perdront la vie. Mais la guerre n'arrête pas l'appel de l'argent. Le nombre de travailleurs continue d'augmenter. L'île fait seulement 6,3 hectares, à son pic dans les années 60, on compte 5259 ouvriers, soit une densité de 83 500 personnes par kilomètre carré. 139 000 si on se limite au quartier résidentiel. C'est juste
juste l'une des densités de population les plus élevées de l'histoire. Pour comparer, aujourd'hui Tokyo c'est seulement 6300 personnes par kilomètre carré, 8600 pour Singapour. Finalement, avec l'arrivée du pétrole, on a moins besoin de charbon. L'île se vide peu à peu, elle est définitivement fermée en 1974. Faudra attendre 35 ans pour qu'elle soit réouverte au public. Vous avez sûrement vu des gens s'y rendre, l'endroit est vraiment glaçant. C'est même la base du méchant de Skyfall. N'oubliez jamais de regarder attentivement les lieux qui vous entourent et l'histoire qu'ils vous racontent. Ces endroits que vous appelez prison ou maison, un jour, eux aussi, seront laissés à l'abandon, par choix ou par nécessité.